Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de cette édition du 20h à la une de l'actualité affaire des présumés terroristes. Les associations islamiques et organisations de la société civile se mobilisent pour exiger la libération de l'imam Ndao. Elles dénoncent même une attaque contre l'islam. Verdict attendu le 19 juillet après Castor. La mobilisation des commerçants sénégalais contre les grandes surfaces étrangères atteint le marché de Thiaroye. Les marchés menacent de fermer boutiques pour investir la rue. Ils exigent en outre le respect des promesses faites par l'État. Louga-Touba, une route qui tue dans l'indifférence presque totale des autorités. Malgré les nombreuses alertes, rien n'est fait pour arrêter les nombreuses pertes humaines dues au mauvais état de cet axe très fréquenté. Un collectif est né pour prendre en charge le dossier. Et puis en deuxième partie, vous aurez l'actualité internationale dominée par la présidentielle au Mali. L'actualité des sports et la revue de la presse africaine boucleront cette édition. Parlons tout d'abord de l'affaire des terroristes présumés. Les associations islamiques, les organisations de la société de soutien à Imam Alioune Badara Ndao durcissent le ton face à la presse ce mercredi et dénoncent les conditions d'arrestation et de détention du religieux. Certains vont plus loin et soutiennent que ce procès vise la religion musulmane. Horandong, compte rendu. Les associations islamiques et les organisations de la société civile s'indignent à nouveau de l'arrestation de Imam Alioune Badara Ndao. Abdou Karim Gueye du mouvement Nitdeg parle d'un procès contre l'islam. L'imam a été arrêté juste parce que le Sénégal a des problèmes, en fait. On a compris que l'État du Sénégal combat l'islam. On ne peut pas concevoir dans un pays où on dit qu'il y a 95% de musulmans et qu'on ne respecte pas les musulmans. Ce qu'on n'a pas compris, on ne peut pas imaginer, l'imam a été arrêté devant le juge lui demande pourquoi vous n'avez pas suivi ton père, ce qu'il est. C'est un problème, en fait, c'est un problème de religion, comme on dit. On a arrêté Matar Diokhane. Jusqu'à présent, le tribunal n'a pas de preuve palpable pour arrêter Diokhane. Maître Massokhna Kane, un des avocats de Imam Ndao, soutient qu'aucune preuve qui peut montrer la culpabilité de leur client n'a encore été apportée par le tribunal. Dans ce dossier, où il y a beaucoup d'accusations qui pèsent sur Imam Ndao et les autres, il n'y a absolument aucune preuve. Les 60 avocats et quelques qui étaient dans la cause ont tous, à l'unanimité, indiqué et plaidé qu'il n'y avait absolument aucune preuve. Et comment le procureur de la République peut-il demander des condamnations aussi lourdes, 30 ans de travaux forcés pour Imam Ndao et la perpétuité pour d'autres, alors qu'il n'y a absolument aucune preuve dans le dossier? Le représentant de la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal, Dame Ndiaye, quant à lui, affirme que la seule chose que les imams attendent des juges est de libérer Imam Ndao et d'accepter qu'ils se sont trompés. Nous, les imams et prédicateurs du Sénégal, nous restons persuadés que Imam Alioune Badara Ndao est innocent et nous demandons au juge de le laisser rejoindre son dara le 19 juillet prochain et rien d'autre que cela. Les associations telles que le Rassemblement islamique du Sénégal, Jamaatul Ibadur Rahman, la Daïra des Moustarchidines section Kaolack, musulmans de Rufisque, la coordination des musulmans de Kaolack et l'ONG Jamra ont aussi pris part à cette rencontre organisée par les proches et sympathisants de Imam Alioune Badara Ndao, accusé de terrorisme et arrêté depuis le 26 octobre 2015 et dont le verdict du procès est attendu ce 19 juillet 2018. Bassin de rétention sans clôture, pollution sonore des camions, gros porteurs, c'est ce qui hante le sommeil des habitants de Diacksao dans la commune de Tivaouane-Diacksao. Ils ont lancé une pétition afin d'attirer l'attention des autorités sur ces dangers. Leur porte-parole, Jacqueline Ndiaye, explique au micro de Théodore Semedo. Nous sommes confrontés à un très grand problème. Un problème qui fait de telle sorte que nous tous ici présents, nous voulons interpeller et les autorités locales et les autorités administratives. Notre quartier a récemment fait l'objet d'un déguerpissement.
Et nous avons eu à bénéficier après ce déguerpissement d'une voie et de 2 bassins de rétention à ciel ouvert qui n'ont pas été clôturés comme ils se doivent. Comme vous pouvez le constater, la plupart des riverains sont des enfants. Et comme vous aurez à le constater également, la muraille ne fait même pas 2 mètres. Les enfants peuvent facilement aller de l'autre côté, ce qui pose un problème de sécurité pour cette population. Nous avons fait une pétition et nous avons eu à peu près 160 signatures. Nous comptons interpeller les autorités locales, le sous-préfet et la préfecture en danger imminent. Et nous n'allons pas attendre que des enfants sautent à travers ce bassin pour après aller barrer la route nationale et faire des actes violents. Non. Nous lançons un cri de cœur à l'endroit des autorités locales, à l'endroit de la société qui a été chargée de faire les 2 bassins, de même que la muraille. Comme vous pouvez le constater, la clôture a été faite de manière laxiste. 2 bassins de cette envergure ne peuvent pas être clôturés par des zincs. Comme vous aurez eu à le constater également, les zincs se sont envolés lors de la première pluie. Il y aura quoi lorsque d'autres pluies viendront? Nous n'allons pas attendre que nos enfants sautent. Nous n'allons pas que des pertes de vie soient comptées dans cette localité afin de réagir. Nous pouvons le constater également, après le déguerpissement, nous avons bénéficié d'une voie, de 2 bassins, mais regardez, nous sommes confrontés à un stationnement illégal des camions gros porteurs qui font presque un tapage nocturne parce qu'ils ne sont là que la nuit. Et vous aurez à le constater également, c'est des conteneurs vides qu'on nous laisse ici. Et nous ne savons pas ce qu'il y a dans ces conteneurs. Je vous le disais en titre, les commerçants du marché de Thiaroye-Gare brandissent des menaces de grève et de marche. Ils s'opposent à l'installation des magasins Auchan et fustigent le non-respect par l'État de sa promesse de réhabiliter la route 103. Les détails avec Théodore Semedo. Les commerçants du marché de Thiaroye-Gare sur le pied de guerre contre l'État du Sénégal et la mairie. Ils menacent d'aller en grève et de descendre dans la rue dans les prochains jours. Thiaroye a déjà une histoire de combattants. Nous sommes des combattants et ils nous entendront. Déjà ça c'est une première étape et d'ici peu vous nous verrez dans notre stratégie. Dans un mois, les poulots qui ont été vous avez banque bénéfice de taxi vous avez garou vous avez manifesto À l'origine de leur colère, la présence des magasins Auchan, mais aussi le non-respect des promesses faites par les autorités de réhabiliter leur principale route d'accès qui mène à leur équipement marchand. Que tous les Sénégalais sachent que Auchan n'est pas accepté au Sénégal. Déjà, Auchan n'est pas voulu à Paris, Auchan n'est pas voulu au Maroc, Auchan n'est pas voulu en Mauritanie. Aujourd'hui, Auchan n'est pas voulu au Sénégal. Ici à Thiaroye, dès demain, notre maire de commune va recevoir une correspondance adressée par les commerçants du marché de Thiaroye pour lui dire qu'on acceptera, on ne tolérera aucune autorisation d'installation d'Auchan parce que notre économie est sauvagement menacée par Auchan. Donc c'est le moment pour nous nationaux d'interpeller toutes les autorités, de sensibiliser les populations et également de parler à la plus haute autorité de l'État pour qu'ils puissent choisir et Auchan. 800 mètres, juste une réhabilitation, on ne peut pas avoir ne serait-ce qu'une petite satisfaction pour vraiment aider ces commerçants, ces valeureux commerçants, ces dignes et nobles commerçants à relever la tête, à sortir la tête de l'eau pour pouvoir émerger. L'année passée, on a bloqué les taxes pendant plus de 2 mois. Toutes les autorités avaient négocié et j'ai ici sur place un protocole que je vais vous remettre qui avait été signé par le maire, co-signé par les commerçants du marché de Thiaroye pour un petit délai pour qu'au moins certains points puissent être satisfaits. Aujourd'hui, rien n'a été fait, donc qu'ils ne soient pas surpris. Ces commerçants dans tous leurs états promettent de dérouler dans les prochains jours une série de plans d'action pour contraindre les autorités à satisfaire leurs doléances. Théodore Semedo, Thiaroye-Gare, Walfadjri. Le mauvais état de la route Louga-Touba est un danger permanent. Il est chaque année à l'origine de dizaines de pertes humaines. Pour sensibiliser les autorités sur cette situation, un collectif né dans la commune de Ndiagne avait initié une marche, mais la manifestation n'a pas pu se tenir. Les membres du dit collectif dénoncent un sabotage. Sadibou Kébé parle en leur nom. Ses propos sont recueillis par Omar Kairé. Le 27 juin.
Nous avions déposé une demande de marche à la sous-préfecture de Koki, une marche qui était prévue le 27 juin dernier. Il faut signaler que nous l'avions déposée 15 jours avant. Et le sous-préfet n'a attendu que la veille, c'est-à-dire le 26 juin, pour nous donner l'autorisation. Nous l'avons fait savoir que ce n'est plus la peine parce qu'il fallait nous aviser à temps. Nous soupçonnons un sabotage, car on ne peut pas mobiliser toutes les populations concernées à moins de 24 heures. Ce sont les gens du pouvoir et certains notables de la commune qui sont derrière tout ce sabotage. Et pourtant, nous défendons l'intérêt de toutes les populations d'Indiagne et même celle de Warak, Ndoyen et Louga. La route Louga-Touba était très fréquentée. Ceux qui venaient de Saint-Louis, Matam et Mauritanie passaient par cet axe. Mais maintenant, à cause de son mauvais état, les conducteurs par Kébémer pour rallier Touba, ce qui a tué l'économie de la zone. Nous lançons un appel au président Macky Sall pour qu'il nous aide à refaire cette route qui nous a causé d'énormes préjudices. Ces politiciens qui le soutiennent sont mieux que par leurs intérêts. Sinon, ils allaient venir nous rejoindre pour défendre ensemble cette cause qui concerne plus de 3 communes. Il faut que le président Macky Sall sache que ces gens-là qu'il représente ici sont en train de le mettre en mal avec les populations à cause de leur comportement irresponsable. Encore une fois, nous l'invitons à refaire cette route qui est d'une importance capitale sur le plan économique et social. Autre aspect de l'actualité, le Conseil constitutionnel valide le parrainage en rejetant le recours déposé à cet effet par les députés de l'opposition. Cette décision des 7 sages ne surprend guère l'analyste politique Rosner Ludovic. Selon lui, le Conseil constitutionnel n'est là que pour faire ce que le pouvoir veut. Rosner Ludovic est joint au téléphone par Mamou Gassama. Cette attitude-là du Conseil constitutionnel, elle ne surprend personne. Vous avez déjà vu le Conseil constitutionnel depuis 2012 dire une décision par décision qui arrange Macky Sall? Ça n'existe pas. Mais souvenez-vous que depuis le début, le président Macky Sall avait dit que j'ai réduit mon mandat à 5 ans. Il ne l'a pas fait et qu'est-ce qu'il dit? C'est le Conseil constitutionnel qui me l'a interdit. Comme si on était en esclavage. Vous avez déjà vu quelqu'un obliger quelqu'un à travailler dans un pays? Donc, moi, les conseillers de l'opposition, je vais dire, n'allez même pas au Conseil constitutionnel, ça ne sert absolument à rien du tout. On savait depuis le début qu'ils n'auront rien du tout. Parce que le Conseil constitutionnel, je dis même la justice en général, depuis l'arrivée de Macky Sall, ils n'ont fait que prendre des décisions qui arrangent le pouvoir sur des questions politiques. Donc vraiment ça, ce n'est pas un phénomène extraordinaire. Tout le monde s'y attendait. Comment? Qui va imaginer que le Conseil constitutionnel va supprimer le parrainage? Mais les gens comptent sur ça pour avoir un deuxième mandat. C'est un plan en 3 points. Premier point, exiler Karim. Deuxième point, emprisonner Khalifa Sall. Troisième point, le parrainage pour les récalcitrants. Les purs, les Sonko et autres là, ils seront cassés avec le parrainage. C'est ça le plan. Vous pensez qu'ils vont renoncer à ça? Jamais de la vie. Donc moi, ça ne me surprend pas du tout. Je n'ai même pas cherché à attendre l'adhésion ou à lire la presse. Je m'excuse de dire ça comme ça, dans le sens où c'était prévisible que le Conseil constitutionnel valide le parrainage. Et vous verrez qu'aux élections, d'autres candidats seront écartés parce qu'on dira qu'il y a Doublon, il y a Rokhaya et Daba, il y a Issa, etc. Donc votre liste est supprimée, vous ne faites pas partie. C'est triste dans ce pays-là. Que des hommes et des femmes qui sont allés à l'école, qui ont été envoyés à l'école par leurs parents, avoir des diplômes, acceptent de se rabaisser comme ça devant des politiciens. C'est triste, c'est inouï. J'ai honte pour mon pays, vraiment. Problématique de l'eau à Touba, Mahou Rahmati apporte sa pierre à l'édifice. La structure a procédé à Daromarnal à la pose de la première pierre dans l'eau de forage dont l'objectif est de lutter contre les pénuries d'eau pendant le Magal, nous apprend Mamadou Martarsar. Pour lutter contre le manque d'eau dans la cité religieuse de Touba, surtout en période de Magal, Mahou Rahmati a procédé à la pose de la première pierre dans l'eau de forage. Nous souhaitons pouvoir faire en sorte que soit réalisé de forage, dont celui-ci qui sera un forage stratégique de par son impact, c'est-à-dire son apport déterminant sur la production globale du liquide précieux. Revenant sur le choix de Darou Marnan, Serigne Aliou Mbacké explique. La plupart des forages de Touba sont plus proches démographiquement de la périphérie et quelque peu éloignés du centre historique et leur eau n'y arrive jamais comme il se doit à cause d'énormes bassins mal conçus et mal construits qui, en laissant s'infiltrer une quantité exorbitante et très nombreux domiciles qu'elles traversent,
ingénieusement pour arriver dans cette zone où nous nous trouvons présentement à Darou Manane, zone qui enregistre naturellement le plus d'affluence, surtout pendant le Grand Magal de Touba. Transformer ce village, ce centre-ville, qui se contentait de recevoir, d'attendre que les eaux arrivent, en un endroit qui sera en mesure d'en produire et d'en distribuer. En d'autres termes, ce sera comme un commandeur dont le rôle consistera désormais à donner généreusement. Serigne Aliou Mbacké a aussi profité de cette rencontre pour rappeler la mission de Maou Rahmati, qui n'est rien d'autre que d'accompagner l'État du Sénégal dans le secteur de l'hydraulique. De faire de grandes réalisations dans le domaine de l'hydraulique, en aidant en cela à mieux prendre à bras le corps la problématique de l'alimentation en eau de Touba, où le taux d'accroissement démographique est l'un des plus élevés au monde. Une démarche saluée par le Khalif Serigne Mountakha Bassirou Mbacké et les dignitaires mourides. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Former les jeunes dans les métiers de l'énergie solaire photovoltaïque, c'est tout le sens de l'atelier de formation des formateurs tenu à Thiès, une session qui entre dans le cadre d'un projet piloté par plusieurs partenaires afin de contribuer à la lutte contre le chômage des jeunes. À Thiès, Ibrahima Ndiaye. Un atelier de formation des formateurs sur le métier de l'énergie solaire photovoltaïque est entamé à Thiès. Grâce aux associations Une Lumière dans la rue, Aspaï, Phénos Phanos, entre autres, Ousmane Dianor, l'un des responsables de ce projet, s'en explique. C'est-à-dire il y a eu un balbutiement du solaire et maintenant, avec la rareté de l'énergie que le Sénégal a connue, il y a une nouvelle politique de mix énergétique pour que les besoins de consommation des ménages et des entreprises s'améliorent et qu'elles puissent produire dans de meilleures conditions. Donc nous sommes venus appuyer une politique qui existe, donc on n'invente rien, ça existe déjà, nous sommes venus renforcer une politique existante et notre renforcement c'est former des jeunes capables demain d'aller chez des exploitants, chez des entreprises, chez des ménages, leur demander quels sont leurs besoins en énergie et d'essayer de les satisfaire à travers un dimensionnement en solaire photovoltaïque. Pour ce projet de l'énergie solaire photovoltaïque, un critère de sélection très strict est mis sur pied à l'endroit des formateurs et apprenants. Déjà pour les professeurs, il faut qu'ils partagent le référentiel de formation qu'on veut dispenser. Et pour les élèves, nous avons donc deux filières, ce qu'on appelle la formation initiale, donc c'est pour des jeunes déscolarisés entre disons 15 et 25 ans à qui nous allons offrir presque une bourse pour qu'ils puissent venir prendre les cours à Thiès. Après, nous avons une deuxième filière qui est la formation continue, destinée à des professionnels qui veulent actualiser leur niveau de connaissance. Selon Abdoulaye Ndiaye, président de l'association Une Lumière dans la rue, des concertations et des échanges entre experts, formateurs et responsables des associations seront faits pour la validation des modules. Et ces futurs formateurs-là vont être maintenant au niveau de le programme, les modules, comment on va organiser les différents éléments du programme. Et à l'issue de cela, on va tester ceux qui sont candidats formateurs et ceci permettra maintenant de finir la sélection de ceux qui vont être des formateurs. Venu présider le démarrage de cet atelier de formation des formateurs sur l'énergie solaire, le gouverneur de la région de Thiès, Amadou Sy, très réjoui, se félicite de l'initiative. Le monde a dépassé les grosses structures. Les méga structures sont dépassées maintenant. Maintenant, c'est des petites réponses qu'on apporte au problème. Et c'est l'ensemble des petites solutions réunies qui font que les grands problèmes sont réglés. Il y a quelqu'un qui disait quand vous voulez déplacer une montagne, il faut commencer par déplacer des pierres. Si vous déplacez des pierres, chaque jour, si vous attaquez l'Himalaya, vous cassez une pierre, un jour ou l'autre, il n'y aura plus de montagne. Thiès, Walfadjri Radio TV, Ibrahima Ndiaye. Bien, à la dernière ligne droite de ce journal, la revue de la presse africaine présentée par Safiatou Sissé. Bonsoir. Au Mali,
Pour non-paiement des arriérés, les enseignants de la faculté des sciences économiques et de gestion ont déposé un préavis de grève de 3 jours. Selon Maliweb, rien ne semble plus aller entre le comité syndical du syndicat national de l'éducation et de la culture de la faculté des sciences économiques et de gestion relevant de l'université des sciences sociales et de gestion de Bamako et le ministre du Travail et de la fonction publique chargé des relations avec les institutions. La cause du divorce en vue sont, selon Maliweb, les difficultés auxquelles le comité syndical de la dite faculté et le collectif des enseignants en marche vers l'avenir sont confrontés. En l'occurrence, le non-paiement des arriérés liés aux tâches administratives et aux corrections d'une part et d'autre, la tendance du recteur de l'université et de son équipe à faire obstruction pour ce qui concerne la faculté. Africaguinée.com, pour sa part, informe que le premier bras de fer entre le parti dirigé par Sidia Touré et le gouvernement de Kassori Fofana s'annonce. D'après les journalistes guinéens, l'Union des forces républicaines vient d'exprimer son désaccord face à la volonté du gouvernement d'Alpha Condé d'installer dans leurs fonctions aux élus locaux. RDC, Mobutu et son rêve spécial en documentaire dans Jeune Afrique qui rappelle qu'entre 1975 et 1979, des ingénieurs allemands ont tenté de faire décoller des fusées depuis le sol zaïrois. Le documentaire Fly Rocket Fly que Jeune Afrique a pu visionner en exclusivité revient sur les coulisses de cette épopée baroque. Droit comme un I, Mobutu marche sous le soleil en avant de sa cour dans son uniforme de maréchal sous l'œil des caméras. Il s'installe face à un promontoire rouge où se dresse le site de lancement d'une fusée digne d'un album de Tintin. Le compte à rebours s'égrène en allemand. L'engin décolle dans la fureur, dévie très vite de sa trajectoire et s'écrase avec fracas quelques centaines de mètres plus loin. Face à cet échec humiliant, le dictateur reste immobile, abasourdi. La parabole des 32 ans de mobutisme est trop parfaite. Les projets mégalomaniaques, la volonté de rivaliser avec les grandes puissances jusqu'à la déliquescence finale. Kiss ovarien, les pommades et savons éclaircissants peuvent en être responsables, déclare Dr Clotaire, un gynéco-obstétricien dans l'Observatoire Palga. À en croire le site, s'il y a une pathologie qui prend des proportions inquiétantes chez les femmes au Burkina Faso, c'est bel et bien les myomes, en l'occurrence les kystes ovariens et les fibromes. Le docteur ajoute que les kystes ovariens sont des tumeurs, des formations liquidiennes qui se développent aux dépens de la glande ovarienne, qui est une glande reproductrice chez la femme. Il y a plusieurs types de kystes qui peuvent apparaître dès que l'activité génitale de la femme commence, c'est-à-dire quand elle commence à avoir des règles, à faire l'ovulation et ce jusqu'à la ménopause, c'est-à-dire entre 45 et 49 ans. Il y a des kystes qui peuvent aussi apparaître après la ménopause, mais qui sont très rares, seulement environ 5%. C'était l'édition du 20h. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez à 21h à Wadjomdiaï Diagne dans Célébéyon. Mais avant cela, le journal du mondial avec Cheikh Tidjane Gomis. Très bonne soirée à tous.